Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Merci d'être présents pour cette nouvelle émission. Alors ce soir, mon invité est Alexandre Bellas, qui est réalisateur et qui vient nous parler de son parcours, de ses films, de ses œuvres, mais également il va nous parler de politique ou encore des échecs, puisque c'est aussi sa passion. Donc merci de mettre un pouce, de partager l'émission et de vous abonner à la chaîne. Les ouvrages qui sont derrière moi vont être un petit peu le filigrane de cette émission. À ma gauche, La Mafia d'État de Vincent Jauvert, La France invisible de Stéphane Beau, notamment, mais également La France Orange Mécanique, avec Stéphane Zweig, le joueur d'échecs, formidable livre, Le Réveil a sonné, également de Didier Rélac, à ma droite, Gouverné par le chaos de Lucien Cerise, à côté des deux ouvrages de François Dubois, Alice au pays de Lucifer et Captionem, et enfin, Marion Saint-Michel, Gouvernance perverse, et Tous vaccinés, tous protégés de Christine Coton. Alors, je rappelle à titre personnel que je n'ai aucun lien d'intérêt avec Alexandre Bellas, je suis apartisan, asyndical, mon casier judiciaire est vierge et je ne suis pas suicidaire. Je rappelle également que je suis totalement indépendant intellectuellement et financièrement, donc je ne suis pas franc-maçon, ni membre du Rotary Club, Lions Club, Scientologie ou de quelques réseaux hermétiques connus à ce jour. Et je rappelle également que mon invité est entièrement responsable de ses propos et de ses actions. Merci et à tout de suite. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Oh, je vous laisse lire, je vous laisse travailler, Nicolas. Allez. Bonjour Alexandre. Bonjour Nicolas, écoute, merci de ton invitation, je suis ravi de revenir ici pour une deuxième fois. C'est vrai, tu es venu l'année dernière, le 13 mars 2024 pour être précis, donc il y a un peu plus d'un an. Tu nous avais parlé un petit peu du cinéma. Alors cette fois, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, tu vas pouvoir te représenter dans les grandes lignes ton parcours, mais également tes liens d'intérêt potentiels avec l'industrie du cinéma et du monde des arts, sachant que dans le cadre de cette émission, eh bien, nous avons convenu ensemble de parler cinéma, mais aussi des échecs, d'où Stéphane Zweig derrière moi, et puis aussi de parler du monde politique. Alors, cette émission, c'est à la fois un mélange entre la culture, la dystopie dans laquelle nous vivons, en rappelant un petit peu la période Covid, entre autres, et puis on va parler aussi du beau, quelque chose qui est aussi un sujet d'actualité, puisque que ce soit au niveau architectural, artistique, etc., on assiste beaucoup à la laideur, mais beaucoup moins au beau. Alors le beau, faut aussi le mettre en avant. Donc je vais te laisser déjà te présenter, tes liens d'intérêt potentiels et ton parcours. Je t'en prie. Voilà, bah écoute, déjà oui, pour faire la même présentation que celle que tu fais par rapport à, disons, mon positionnement, je ne suis engagé dans aucun parti, dans aucune loge maçonnique et dans aucune secte, donc les choses sont claires de ce côté-là. Je n'ai pas de conflit d'intérêt avec l'industrie cinématographique pour la bonne raison qu'en fait, je suis absolument autodidacte et que j'essaie de naviguer et de godiller en tant que cinéaste indépendant. Donc voilà, les bases sont claires sur ce point-là. Alors, pour ce qui est de mon parcours cinématographique, effectivement, on va dire il est assez récent, hein, parce que moi, je me suis, disons, introduit moi-même dans l'univers cinématographique à travers une prospection qui est née d'une certaine rébellion, en fait, par rapport à des observations de la société. Ça remonte, on va dire, en 2019, donc c'est vraiment très frais, hein, c'est 6 ans. Et je me suis donné un challenge à cette époque-là. Je me suis dit, en fait, c'est peut-être parce que c'est une mission en apparence impossible que je vais m'y coller. Et donc, je me suis donné un challenge qui est de faire un film par an, ce qui est beaucoup. Mais comme je suis seul à bord, en fait, en pilotant toutes les fonctions indispensables à la création de films, eh bien, je suis aussi, un des grands avantages, absolument disponible. En fait, il y a évidemment beaucoup d'activités différentes pour la réalisation d'un film. Ça va de la collection des informations, le montage,
la façon d'articuler un scénario, les différents choix de musique. La musique est très importante dans mes films, les différentes couches dans la table de montage, à savoir les narrations. Donc en fait, il y a beaucoup de choses à considérer, et aussi tout ce qui est l'aspect graphique, aussi d'aller chercher des graphiques cohérents, des incrustations graphiques, les transitions voulues dans l'ensemble de la réalisation. Bref, tout ça, ce sont des métiers différents, mais en fait, moi, je les pratique quasiment comme des récréations. C'est-à-dire, à un moment donné, au bout d'une heure et demie de scénario, j'ai dit non, on passe à autre chose. Je vais aller me chercher un peu quelle serait la musique qui collerait bien à ça. Ensuite, je vais partir sur des collectes d'informations parce que je vais traiter d'un auteur. Dans le dernier film, c'était Victor Hugo et Frédéric Nietzsche. Il s'agit de raconter quand même des choses solides et surtout qui ne soient pas critiquables sur l'aspect factuel, en fait. Donc, tout ça, ce sont des plages de création différentes, des plages qui nécessitent l'activation de certains leviers professionnels, des métiers, des casquettes différentes. Mais voilà, c'est ce qui fait que la journée est variée, mais à tout moment, évidemment, il y a une seule personne qui est disponible. Voilà, c'est moi. Tu es une forme d'homme orchestre pour ton propre travail, donc tu es autodidacte mais aussi indépendant. Alors financièrement, j'imagine que c'est un petit peu le même principe, c'est-à-dire que tu n'as pas de subvention du CNC ou même d'un quelconque organe cinématographique. Autrement dit, tu n'as pas des films financés à 10 millions d'euros et qui font à peine 10 000 entrées. Comment es-tu financé exactement à l'heure actuelle? Alors, tu fais bien d'évoquer ces contradictions qui sont en fait qui reposent sur l'absurdité du système actuel. C'est qu'effectivement, contrairement à la vie d'entreprise où en fait un chef d'entreprise a quand même des obligations de résultat, là on a un espèce de microcosme dans le monde du cinéma, un microcosme très fermé, dans lequel finalement ils sont quasiment assurés de recevoir des subventions vraiment assez conséquentes, hein, comme tu parles de millions d'euros, on est vraiment dans cette échelle-là. Et après, on a quasiment des fois des films qui font très peu d'entrées, mais peu importe en fait. De toute façon, une fois que les subventions sont récoltées, il y a peut-être des fois, ce sont des films qui font même quelques milliers d'entrées, quoi. C'est vraiment quelquefois, je ne vais pas parler de navets, puisqu'il n'y a pas toujours une correspondance forcément entre le nombre d'entrées et la qualité du film. Je vais essayer de leur faire grief de cet aspect-là, mais il y a vraiment effectivement là quelque chose qui est tout à fait à revoir au niveau du ministère de la Culture. Alors pour répondre à ta question, comment on fait? Eh bien, en fait, moi, c'est simplement par le jeu d'espaces privés dans lesquels j'arrive à projeter mes films, en faisant souvent la proposition d'une formule projection plus débat, la plupart du temps. Et bien, ce sont les recettes nettes entre les rentrées collectées par les personnes, les spectateurs qui sont là, et ma allocation de la salle, en fait. Hein. En gros, ça se résume à ça. Mais là, puisqu'on aborde d'entrée de jeu sur cet aspect-là, je fais un appel de fonds par le site Papayou pour la réalisation de mon prochain film. Donc ça, c'est aussi un des leviers possibles pour être aidé dans la réalisation d'un film, surtout que là, je passe vraiment à un cap plus ambitieux, hein, c'est-à-dire je veux faire appel à des intervenants, je veux qu'on sorte vraiment du système du bénévolat. Il y a une anomalie à devoir toujours solliciter des gens, ils donnent de leur temps, ils donnent de leur énergie. Moi, je ne parlerai pas d'un salaire ou d'une rémunération, mais sur un plan éthique, je tiens absolument, cette fois, si je fais appel à un caméraman ou à des intervenants, à pouvoir leur donner une enveloppe, que ce soit à la première de la... Même symbolique, oui. Même symbolique, mais pas forcément symbolique d'ailleurs, mais en tout cas, quelque chose qui corresponde, voilà, un geste éthique, minimum indispensable. Je comprends. D'ailleurs, on mettra tous les liens en description de l'émission concernant la cagnotte pour le financement participatif, hein, comme on dit. J'allais dire, si tu fonctionnes un peu comme moi avec la cagnotte Tipeee, etc. Et certains se disent, mais attendez, vous demandez des cagnottes, etc. Bah oui, parce que, comment dire, à moins qu'on soit un journaliste payé par le système avec les impôts des Français, moi je ne veux pas que les gens soient contraints de me financer s'ils n'ont pas envie de le faire. Ça peut paraître surprenant comme démarche, mais je pense qu'il est préférable, notamment dans le milieu médiatique, qu'on puisse financer les médias si vraiment on veut les aider. Parce que si c'est de manière imposée ou même déguisée en disant bon bah
tel média de service public, c'est financé avec mes impôts, ils font de la propagande en permanence. C'est pas ça pour moi le journalisme. Et là, au moins, les gens qui font l'effet colibri avec les dons, eh bien, c'est vraiment parce qu'ils ont envie de soutenir et d'aider. Donc, c'est sur la base du volontariat. Il n'y a pas de contrainte. Et je pense que dans le cinéma, c'est ce que tu fais aussi. Et c'est en train de se diversifier aussi dans le monde cinématographique. Ça a été déjà le cas dans la musique, notamment. Je pense au chanteur Grégoire il y a quelques années, par exemple, avec My Major Company. Donc voilà, peut-être que c'est aussi ça l'avenir, c'est-à-dire que on finance vraiment les choses qui nous tiennent à cœur. Parce que sinon, c'est contraint, c'est forcé et ça discrédite un petit peu. Alors, oui, vas-y. Oui. Absolument, et je dirais que là, il y a un rapport de clarté et de transparence. Il faut absolument expliquer au sein de la plateforme Papouillou, parce que c'est celle que j'ai choisie, en fait, qu'en réalité, par rapport à la réalisation d'un film, il y a vraiment des besoins d'acquisition matérielle et logicielle. Et des abonnements vidéo, des abonnements à droite, à gauche pour construire un film de qualité avec une exigence de qualité. Et ce qui est très agréable dans ce rapport, comme tu le dis, c'est qu'en fait, on a véritablement soit des mécènes, soit des personnes qui montent à bord du bateau, en fait, qui sont partie prenante et qui veulent voir la réussite du projet. Donc ça, c'est vraiment un rapport étroit et il faut avoir l'honnêteté intellectuelle et la transparence de préciser quels sont vraiment les besoins, qu'est-ce qui justifie cet appel de fonds. Et je ne mets même pas dans la balance la rémunération de mes heures de travail. Je parle simplement des acquisitions matérielles qui sont devenues indispensables si je veux intégrer, par exemple, des nouvelles fonctionnalités dues à l'intelligence artificielle. Ça demande tout de suite un équipement informatique qui n'a rien à voir au niveau de carte graphique, carte mémoire, mémoire RAM. Enfin, je ne rentre pas trop dans les détails techniques. Mais vraiment, il faut savoir être transparent et clair sur la justification du niveau de l'appel de fonds. Oui, surtout que ça amène à ma question sur ton regard concernant le cinéma actuel et même, j'allais dire, le salaire des acteurs, sans faire vraiment cliché, People, Paris Match et Closer ou Voici, mais on est dans une époque quand même où le cinéma français a du plomb dans l'aile. Il y a quelques pépites cinématographiques, c'est vrai, ça arrive, mais aujourd'hui on a l'impression que on fait un film plus par l'idée propagandiste qui est derrière que de belles histoires comme on avait pu avoir dans les années 80-90. Quand La Grande Vadrouille passe à la télé, ça fait toujours des millions de spectateurs parce que on a des poids lourds du cinéma de l'époque, des De Funès, des Bourvil, des gens qui ne mettaient pas la propagande au premier chef, mais qui étaient là vraiment pour passer du bon temps ensemble et qui jouaient mais sans surjouer, qui avaient un peu la phrase que disait Gabin, c'est-à-dire qu'il y a 3 recettes pour faire un bon film, c'est une bonne histoire et une bonne histoire. Peu importe les acteurs. On a vu des acteurs totalement inconnus émerger grâce à un film magnifique sur le plan du scénario. Et puis parfois, tu as des films qui sont très people, où il n'y a aucune histoire. Moi, je pense à un film qui me revient comme ça, c'est L'Homme et son chien. Quand Belmondo était revenu de son AVC, en fait, tu avais des people à tous les coins de rue. Mais il y avait rien, il y avait pas de. En fait, c'était presque un film pathos sur le retour de Belmondo sur le grand écran. On voyait Dujardin par-ci, on voyait un tel par-là, mais le film a été un flop total parce que t'as beau mettre entre guillemets des gens connus du cinéma, mais s'il n'y a pas de pilier scénaristique, ça n'a aucun intérêt. Et c'est vrai que justement, moi, je voudrais comprendre comment tu construis tes histoires, quelles sont tes sources d'inspiration, que ce soit sur le plan de la scénarisation, mais aussi sur le plan de la musique et de l'articulation en fait entre les différents éléments qui font un film. Oui, alors je voudrais rebondir effectivement quand tu parles du cinéma actuel et malheureusement il y a un effet de lassitude par rapport à ça et il y a une désertion même des salles de cinéma. C'est-à-dire qu'en vérité, malheureusement, je dirais dans la dernière décennie, voire même un peu avant, le cinéma s'affiche vraiment trop clairement comme un simple relais de propagande et c'est un cinéma qui va aller dans le sens du wokisme, du LGBTisme, du multi-ethnicisme, etc., du monde, donc en fait du sans-frontiérisme, etc. Donc voilà, si on s'appuie sur ces 4 piliers, on est carrément assuré de recevoir les subventions. Voilà. Mais enfin,
je pense que le public français, dans la grande majorité, a vu un peu l'entourloupe et c'est vraiment dégagé disons de sa fréquentation des salles de cinéma. Alors, pardon, je vais prendre un petit verre d'eau. Je t'en prie. Alors, par rapport à ma construction, elle est en fait, c'est un peu comme un espèce de puzzle au départ. Finalement, j'ai une pièce sur laquelle je vais, disons, créer quasiment un axe, une volonté initiale. Et ensuite, c'est une broderie, en fait. C'est une broderie autour d'une pièce initiale. La broderie qui va consister à passer en priorité. J'ai d'abord un message à passer. Souvent, mes films, comme maintenant, j'ai quand même un ensemble de 6 films longs-métrages qui ont été réalisés. Au début, au premier film, on ne peut pas parler de style. Il faut ouvrir un sillon, il faut creuser un style. Et petit à petit, je peux dire que je vois la construction est toujours assez similaire. Hein, c'est-à-dire, je pars quasiment d'une révolte par rapport à un phénomène social ou un phénomène politique. Et ensuite, bien, je vais asseoir une argumentation, un dialogue. La première chose que je construis, la première pièce pour moi, c'est la narration. Pardon, c'est le dialogue. Donc, à partir de là, il faut effectivement créer des personnages. J'ai voulu, depuis le départ, prendre la catégorie fiction, en fait. Hein. Il faut choisir avec le CNC, lorsqu'on déclare son film, la catégorie de film. La fiction me va très bien parce que d'une part, ça me permet d'introduire souvent des personnages fictifs, des personnages qui n'ont pas existé, même voire des dieux mythologiques. Donc oui. J'aime bien appuyer à la fois sur la mythologie et sur la philosophie. Il y a souvent un philosophe présent dans mes films, notamment le dernier qui a eu comment dire, qui a été reconnu par le Festival Découverte au cinéma Saint-André-des-Arts, Uchronique parabolique, qui a fait se rapprocher justement des personnes qui ne se sont pas du tout rencontrées de leur vivant, le philosophe Frédéric Nietzsche et d'autres écrivains, Victor Hugo. Donc voilà, exactement. C'est une sorte de voyage dans le temps entre personnages célèbres et tu les fais communiquer les uns avec les autres. Et c'est vrai que c'était une belle idée. Moi, je me souviens d'avoir vu ce film. Et c'est aussi, alors justement, la question que je me pose quand tu me dis tout ça, c'est est-ce que, vu que tu dois déclarer ton film au CNC, donc le Centre national de la cinématographie, c'est ça, est-ce qu'il t'impose des contraintes particulières? Est-ce que, par exemple, il y a des choses que tu ne peux pas faire dans un film, au-delà de, j'allais dire, diffamation, etc., comme la liberté d'expression en général, mais est-ce que, à l'heure actuelle, en 2025, on t'impose des idéologies, des dogmes, ou est-ce que tu as quand même une certaine liberté d'entreprendre? Alors moi, je dois dire jusque-là, je n'ai rencontré aucune difficulté, aucun obstacle. Hein. C'est-à-dire, je fais attention, mais ça ne me demande pas un grand effort, puisque je suis quand même à privilégier le passage des idées et des concepts. Donc je ne suis absolument pas dans la situation de désigner en particulier un adversaire, puisque j'en reste cantonné sur le périmètre des idées et des concepts. Ça me donne beaucoup de latitude et beaucoup de liberté. Donc j'ai jamais dépassé, on va dire, la ligne jaune. Même si mon deuxième film s'appelle 2084, la ligne jaune, je ne l'ai jamais dépassé. J'ai jamais j'ai jamais été rembarré par le CNC. Hein, après, faut pas oublier aussi que tu ne demandes pas de subvention et que j'allais dire que tes films ne sont pas financés par millions. Donc ça, c'est peut-être aussi ça qui fait que tu peux encore, j'allais dire, te permettre d'être libre, parce que si tu avais s'il fallait demander des subventions, on te dirait, monsieur, ça va pas, etc. C'est un peu comme un éditeur avec un livre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un éditeur, le livre, celui qui le promeut, on est plus dans le côté le nom qui est déjà connu plutôt que l'œuvre en elle-même. Et là, c'est vrai que justement, toi, dans ton milieu, depuis quelques années, est-ce que tu as eu l'occasion aussi de travailler avec d'autres réalisateurs, pas forcément connus, aussi du monde alternatif, du cinéma indépendant? Est-ce qu'il y a eu des partenariats qui se sont faits, ou est-ce que tu es resté, j'allais dire, électron libre en permanence? Alors là, la réponse est claire, je suis resté électron libre en permanence. Hein, je n'exclus pas cette possibilité, hein, mais en fait, dans la situation et les sujets que j'ai voulu traiter, voilà, l'opportunité ne s'est pas présentée. Je ne l'écarte pas, pourquoi pas. Mais en réalité, pour aussi
une question d'efficacité et d'intégrité. Je pense que d'avoir le contrôle sur 100% de la création, c'est à la fois une grande liberté, une grande disponibilité et une grande efficacité aussi, j'ai envie de dire. En fait, je ne risque pas grand-chose du CNC parce qu'en réalité, je ne m'oppose pas. Certains vont dire ah, c'est vraiment courageux ce que tu fais. Non, moi, en fait, je m'inscris sur une trame qui est maintenant un peu, je dirais, ma marque de fabrique. Je défends surtout des libertés qui me paraissent fondamentales et qui ont été absolument écornées. C'est ce qui m'a en fait poussé vers le cinéma en 2019. Hein. C'est-à-dire que c'est liberté, vérité, justice. J'ai vu à quel point ces valeurs étaient massacrées de façon continue et accélérée dans les dernières décennies. Et moi, en fait, mon travail consiste à juste éclairer les anomalies, en fait, et les incompatibilités, les graves dérives du système par rapport à toutes les entraves qui sont faites à ces valeurs fondamentales. Alors, quand je parle de 2019, c'est parce qu'on parle du parcours cinématographique. En réalité, en 2017, j'ai écrit 2 articles de fond qui sont parus dans des revues assez prestigieuses, Nouvelle École et Crisis, notamment un article de philosophie sur la philosophe et résistante Simone Weil et un autre article sur un concept philosophique que j'ai inventé moi-même qui s'appuie sur les syllogismes d'Aristote. Alors voilà, c'est juste une parenthèse, c'est pour dire… Non, c'est important. C'est important pour moi parce que finalement, comme on parle un petit peu de polyvalence, effectivement, moi, mon socle, c'est la philosophie, le cinéma et pas accessoirement, je veux dire, la partie implication dans le jeu d'échecs parce que c'est le côté stratégique en fait. C'est le côté, ce que j'aime beaucoup, on y viendra, on va peut-être pas tout mélanger. Non, mais justement, comme tu nous parles des échecs, donc je rappelle cet excellent livre, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, de Stefan Zweig, et je pense que même à l'école, on en parle, le joueur d'échecs. Et c'est vrai que c'est un jeu qui est très stratégique. Alors, on parle souvent de certains hommes politiques internationaux qui jouent aux échecs avec la géopolitique, avec les stratégies de diplomatie, de pouvoir, l'art de la guerre de Sun Tzu, etc. Comment es-tu venu à t'intéresser aux échecs et j'allais dire à quel niveau es-tu aujourd'hui? Voilà, c'est une très bonne transition et je ne pensais pas la faire avec la politique, mais c'est très intéressant parce que si tu regardes aujourd'hui les grands leaders sur l'échelle planétaire, on peut associer à chacun de ces grands leaders un style de jeu qui caractérise assez bien le pays en question. Hein, on va dire que pour, par exemple, Donald Trump, on l'associe facilement au poker. Hein, c'est vraiment un joueur de poker et quand on voit un peu l'échéancier qu'il est en train d'établir actuellement, on voit bien que c'est un stratège. Hein. Alors lui, je pense que c'est indéniable après qu'on ait les critiques. Oui, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, bien sûr. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Ensuite, on a vraiment Vladimir Poutine. C'est vraiment là, la Russie, le genre d'échec. Hein. Il y a eu toute une génération dans l'époque de la fin de l'URSS avec les plus forts joueurs d'échecs du monde étaient russes. Donc là, c'est le genre d'échec. On voit aussi qu'il a aussi sa façon méthodique, sa méthode qui est très proche de la stratégie du genre d'échec. Et en Chine, le président chinois, avec le jeu national en Chine, c'est le Go. Et c'est encore une autre stratégie où il s'agit de créer des entités dans l'espace tout en encerclant d'autres entités. C'est du contrôle de l'espace. C'est vraiment intéressant parce que chaque jeu a aussi sa propre culture. C'est pas par hasard que le Go existe en Chine, le jeu d'échecs en Russie et le poker aux États-Unis. Bon, voilà. Nous, c'est les petits chevaux, nous. Nous, les petits chevaux, les dominos. Alors, les dominos, ça peut être des bonnes récréations aussi. Ça demande moins de mobilisation intellectuelle, on va dire. Alors, tu me demandais comment j'y suis venu. Alors, c'est un long, je vais essayer de faire la synthèse. Oui, la synthèse. Parce qu'en fait, mon père m'a appris à jouer au jeu d'échecs quand j'avais à l'âge de 8 ans. J'habitais à Meudon-la-Forêt, en banlieue de Paris. Et c'était surtout le plaisir d'avoir le privilège de pouvoir rester tard le soir en même temps que les adultes parce qu'il avait le club d'échecs qui était dans notre appartement tous les vendredis soirs. Et sinon, j'étais obligé d'aller me coucher. Donc pour moi, c'était l'opportunité de rester avec des grands un peu plus tard. Mais j'ai assez vite mordu au jeu. Et la première chose qui m'a un peu étonné,
C'est quand mon père m'a demandé pour la première fois de me dire qu'est-ce que j'aurais fait à sa place sur des parties qu'il avait perdues. Il était un peu dans le regret, donc je me dis, là, il me fait confiance, il croit que je peux lui apporter un conseil. Donc, il me prend pas complètement pour une bille, donc il y a peut-être quelque chose à faire au jeu d'échecs. Alors moi, en fait, j'ai eu des vagues d'abandon complète, vraiment une décennie en décrochant complètement de la compétition, m'éloignant de tout ça. Et je suis revenu à ça depuis, en même temps, un peu que 5-6 ans. Et là, réellement, depuis cette année 2025, j'ai vraiment accéléré j'ai dépassé mes anciens scores, hein, qui étaient quand même, j'avais remporté l'Open du championnat de Paris, j'avais été classé national 1, c'est-à-dire ça, l'équivalent au football, hein, les joueurs de classé national 1 avec l'équipe de Rouen. En fait, j'ai fait aussi beaucoup de tournois internationaux dans une époque qui remonte à plus de 20 ans, là. Donc, quasiment la plupart des pays de l'Est, hein, donc voilà. Et là, aujourd'hui, les joueurs internationaux vraiment au top niveau, on est plutôt chinois. Ah non, alors il y a une belle évolution, c'est-à-dire que c'était pendant très longtemps les Russes, il y a eu un peu l'arbre qui cachait la forêt, un arbre américain qui a été Bobby Fischer, qui a fait beaucoup de médiatisation. Et là, récemment, ce sont les Indiens. Il y a beaucoup de champions d'ailleurs. Le champion du monde actuel, c'est Gukesh. Il provient de l'Inde et il y a toute une génération de très forts joueurs indiens qui tiennent quasiment, je ne veux pas dire de bêtises, mais qui sont dans le top 20. C'est vraiment... Il y a eu une joueuse, je crois, russe, si je ne dis pas de bêtises, qui a accepté la sentence d'être disqualifiée parce qu'elle avait pris position, je crois, concernant un conflit. Je ne sais plus si c'était dans le cadre du conflit en Ukraine ou un autre conflit. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais c'était une joueuse qui était une des meilleures au monde et qui a accepté de perdre tous ses titres parce que elle ne cautionnait pas un conflit ou une situation géopolitique. Alors, je sais que dans la gente féminine, il y a des très forts joueurs très, très connus qui sont les fameuses sœurs Polgar. C'est Judith Polgar, mais alors je ne sais pas si c'est elle dont tu parles qui est intervenue. Bon. En tout cas, là, tu me demandais quelle est ma progression, disons, sur cette année 2025. Donc là, j'étais encore, c'est de semaine en semaine, c'est-à-dire que là, on y viendra aussi sur les qualités nécessaires au jeu. Je pense que c'est important pour tous ceux qui se réclament de la résistance, de la dissidence. Je pense que c'est important qu'ils aient un éclairage sur pourquoi mettre sur un piédestal le jeu d'échecs. Ça, je vais y venir tout de suite après. Mais pour finir ta je dirais, voilà, moi je suis en train presque d'aborder, si tu veux, pour donner une idée, il y a le site chess.com, qui est le site qui recrute, en fait, qui a le plus grand nombre de joueurs titrés, de joueurs classés. Il y a 25 millions, hein, c'est énorme, c'est un site mondial. En fait, il y a 25 millions de personnes qui sont clientes et classées dans ce site. Et là, je viens de rentrer dans les 12 000 meilleurs joueurs du monde. Donc, mon ambition, si tu veux, c'est... Attends, mais 12 000 meilleurs joueurs du monde, c'est exceptionnel. Attends, là, t'arrives dans le sacro-saint Djokovic, c'est derrière Nadal, tennis, là, c'est... Si tu veux, non, en fait, là, par rapport à ces 25 millions du site qui est le plus important au monde, oui, c'est ça. Ça se représente comme ça. Maintenant, il y a d'autres classements qui sont faits par la FIDE, Fédération internationale des échecs. Là, j'aurais certainement peut-être pas le même classement, hein, mais par rapport à chess.com, c'est clair. Et si tu veux, bon, moi, je pense que mon plafond sera peut-être, évidemment, symboliquement, j'aimerais bien rentrer dans les 10 000. Voire, je pense que je peux aller jusqu'à 8 000, ça va demander beaucoup de travail. Mais bon, pour finir la partie qui me concerne... Qu'est-ce qu'il faut pour être un bon joueur d'échecs? Qu'est-ce qui est nécessaire comme qualité? Alors, un bon joueur d'échecs, ça va être, disons, quelqu'un qui est capable déjà d'avoir un certain capital de mémoire, capital de mémorisation, parce qu'évidemment, à chaque fois que c'est à ton tour de jouer, tu ne peux envisager les variantes, tu ne peux pas bouger les pièces sur l'échiquier, donc il te faut envisager toutes les ramifications, les différentes, ce qu'on appelle les variantes, donc en fonction d'une position donnée, et ce qui va t'amener à décider de trancher pour un coup plutôt qu'un autre. C'est-à-dire, non seulement tu fais une analyse des différentes variantes, des différentes combinaisons, mais ton cerveau doit quand même faire la comparaison, ce qui est un peu la partie la plus difficile. Donc, un bon joueur d'échecs, c'est celui, je dirais, là, je réponds bien à la question, un bon joueur d'échecs. Hein, tu ne m'as pas posé un très bon joueur d'échecs. Alors, un bon joueur d'échecs... J'ai failli, mais je me suis dit déjà, un bon joueur d'échecs, qu'est-ce que c'est?
Un bon joueur d'échecs, déjà, bon, il doit avoir un minimum de connaissances techniques, il doit avoir un peu de mémoire, de capacité de calcul. Voilà, ça va faire un bon joueur d'échecs et une bonne endurance psychologique. Voilà. En vérité, un très bon joueur d'échecs, c'est celui qui va pousser ces 4 catégories à un très haut niveau. C'est-à-dire que là, il y a l'aspect très important, l'aspect psychologique. Mais pour compléter en fait cette présentation, je dirais que ce qui est fascinant dans le joueur d'échecs, et ça doit nous interpeller vraiment dans le contexte actuel, c'est que ça nécessite, c'est un jeu où, si tu veux, tu te retrouves au début d'une partie face à face avec le même espace, le même matériel. D'accord? 2 tours de fou de cavalier, un roi, une dame et 8 pions. Il n'y a pas de triche possible, il n'y a pas quelqu'un qui va te pistonner pour avoir un cavalier en plus. C'est vraiment ce que j'apprécie déjà, c'est la loyauté et l'éthique du jeu d'échecs. C'est un combat face à face avec les mêmes matériels, les mêmes atouts, les mêmes avantages. Il n'y a pas de privilèges, il n'y a pas de passe-droit. C'est ça qui est intéressant. Non, mais c'est intéressant parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas non plus de classe sociale. C'est-à-dire que quelqu'un de très bon peut très bien se faire battre par quelqu'un qui est moins bon si il a eu un problème de concentration, qu'il n'a pas capté un truc. Et c'est vrai que je comprends ce que tu veux dire parce qu'on voit bien que c'est un jeu où il n'y a pas de triche possible. On ne peut pas payer l'arbitre pour gagner ou quoi que ce soit. Donc, ma dernière question concernant les échecs, c'est la différence entre un jeu de dames et un jeu d'échecs, c'est quoi? Parce que moi, je suis pas expert là-dessus et j'ai jamais vraiment joué là-dessus. Donc, bon. Alors, juste pour rebondir immédiatement sur ce que tu disais juste avant, effectivement, un des grands atouts et un des grands plaisirs de participer à des compétitions d'échecs, à des tournois open, c'est justement, et c'est rare, parce qu'en vérité, d'avoir ce mélange sociologique, justement. Tu vois toutes les catégories des sexuels, hommes et femmes, de générations, tous les âges, tu vois des enfants de 8 ans et tu vois des personnes de plus de 60 ans, ils jouent les uns contre les autres, ils participent au même open, c'est un moment en fait d'harmonie sociologique. C'est vraiment impressionnant. Et je ne parle pas non plus, il y a des blancs, des noirs et des jaunes. Je n'ai pas parlé de l'aspect racial, mais enfin vraiment, voilà, c'est absolument un milieu tout à fait hétérogène. Et c'est ce qui fait aussi la richesse de ces tournois open. Alors après, tu me demandes la différence entre le jeu de dames et le jeu d'échecs. Bon, bah, le jeu de dames, il y a une seule catégorie de pions, qui sont des pions uniques. C'est un jeu aussi complexe, il ne faut pas croire, je ne dénigre pas et je ne sous-valorise pas le jeu de dames par rapport à un jeu d'échecs. D'ailleurs, il y a quelques rares très bons joueurs d'échecs qui se sont convertis au jeu de dames, c'est assez curieux. Et en fait, le principe est le principe des sauts de cases suivant des trous. Enfin bon, les règles sont beaucoup plus simples, mais moi, je ne pourrais pas vraiment comparer ces deux jeux. Je dirais que le jeu d'échecs est d'une complexité. Et on ne va pas rentrer trop dans les détails. C'est-à-dire que chaque pièce a son rayon d'action, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de règle absolue dans la puissance des pièces. C'est-à-dire on peut très bien avoir dans certaines situations une dame qui est moins forte que 2 cavaliers. Enfin, voilà, donc c'est vraiment à la fois un contrôle de l'espace, un contrôle de la tactique et de la stratégie. Et ce qui est intéressant, c'est que les jeux d'échecs, de dames, les jeux de société en général, avaient retrouvé un petit peu de leur superbe durant le Covid, puisque pendant les confinements, beaucoup de gens s'étaient remis à jouer en famille, à jouer en société, à jouer même le fameux démineur, préquel, etc. sur Internet ou ce genre de choses. Et justement, on va aborder le chapitre politique parce que quand tu es venu la dernière fois, je me souviens, je crois qu'on avait évoqué le Covid, on avait évoqué le côté politique. Alors toi, tu as commencé donc on va dire ta carrière cinématographique 2017-2019 plutôt. Donc 2019, quand tu m'as dit ça tout à l'heure, j'ai pensé aux Gilets jaunes et à l'incendie de Notre-Dame. Quel regard aujourd'hui tu poses en 2025 sur la France depuis les Gilets jaunes, de tout ce qu'on a vécu depuis, j'allais dire depuis l'arrivée de Macron au pouvoir, pour synthétiser. Comment tu vois les choses, à la fois en tant que citoyen, mais également à la fois en tant que réalisateur de films, puisque dans tes films, même si tu parles essentiellement d'Uchronie, de fiction, etc., il y a toujours une part de réel, une part de message, comme tu le dis, de philosophie. Mais comment tu pourrais aborder tes prochains films concernant l'actualité de ces dernières années?
Alors c'est intéressant parce qu'évidemment, ça oblige quelque part à pointer une réalité, je pense, on le voit très bien à travers les échanges qu'on a les uns envers les autres depuis cette période qui commence à être assez longue, hein, si on la rapporte à 2019, 6 ans. On peut parler de 6 ans et je vois clairement des évolutions, forcément toi aussi tu les as constatées, non seulement dans les mécanismes de la résistance, de la dissidence, des courroies de transmission, des personnes elles-mêmes qui sont investies dans certaines directions et qui évoluent. Et c'est assez intéressant. Donc moi, je peux parler éventuellement, évidemment, le plus facilement de ma propre évolution. Et je vois que j'ai été évidemment attiré par toute l'observation de ces mécanismes politiques et que moi, là, assez rapidement, s'est faite une ligne de conduite, un cap, qui est un cap beaucoup plus éthique. Moi, je suis beaucoup plus attaché au terme d'éthique qu'au terme de politique, et je vais venir à répondre à ta question. Et notamment, on l'a abordé en tout début de cette émission, c'est-à-dire que finalement, j'ai pris aussi le parti de plutôt vénérer le beau que de dénoncer le laid. C'est-à-dire vénérer aussi le bien plutôt que de dénoncer le mal. Et ça veut dire beaucoup de choses, parce que c'est un fossé, si tu veux, c'est une ligne de crête, et moi je l'ai franchi, cette ligne de crête. C'est-à-dire, je ne jette absolument pas la pierre sur les manifestants, les gens qui s'investissent du temps pour aller à une manifestation, se retrouver devant une banderole et de dire, voilà, Macron démission. Bon voilà, on est pour moi dans une approche de dénonciation, une approche verbale de dénonciation. Et je dis, c'est très bien que chacun fasse le maximum de ce qu'il veut pour afficher sa présence, son existence dans son opposition à une réalité qui ne lui plaît pas. Donc, vraiment, il faut que les choses soient claires, il faut que les choses soient dites, je dirais. C'est important, les gens qui considèrent que leur rôle, il est là, et ils l'appliquent et ils le font. Déjà, ils ont une cohérence entre dire ce que je fais et faire ce que je dis. Donc là, très bien. Ce qui devient assez rare de nos jours parce que être en adéquation avec ses idées, ses principes, et j'allais dire garder une ligne directrice sans retourner sa veste en permanence, on peut pas dire que ce soit dans la majorité du genre, malheureusement, en tout cas des personnalités, pas seulement politiques, mais en général. Et justement, pour rester dans la politique, aujourd'hui, on est dans un paradigme, et c'est pour ça que j'ai parlé dans le titre de l'émission de dystopie, puisque la période Covid nous a fait entrer dans un nouveau paradigme où le monde d'avant n'existe plus et n'existera plus tel qu'on l'a connu avec, j'allais dire, ses qualités, ses défauts, ses failles, etc. Alors, ça peut être un mal pour un bien, on peut être aussi dans la réinvention d'un nouveau système, mais pas à la façon des mondialistes, à la façon plus humaine, si je puis dire. Et aujourd'hui, qu'est-ce que le cinéma peut apporter? J'allais dire notamment le cinéma indépendant, parce qu'on s'aperçoit que le cinéma, entre guillemets, mainstream, si je puis dire, le cinéma subventionné, comme on dit, qu'est-ce que le cinéma indépendant peut apporter dans j'allais dire dans le divertissement, mais également dans l'éveil des consciences. Parce qu'aujourd'hui, est-ce que le cinéma doit seulement être un outil pour montrer de belles histoires, des belles choses et des réflexions, ou est-ce qu'il faut aussi faire un petit peu de métapolitique, de métaphysique, et même une forme d'introspection générale? Quelles seraient pour toi les vertus que devrait avoir le cinéma dans les années à venir? Alors, c'est une vaste question. Là, je dirais qu'il faut attirer l'attention, effectivement, sur un rééquilibrage des choses. C'est-à-dire que là, je vois qu'il y a un problème réel, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mouvements, et notamment, on a une perspective maintenant qui est 2027, il y a les élections législatives, il y a les futures élections présidentielles, donc tout le monde se positionne, effectivement, en vue de cette perspective. Tout le monde dans le champ des gens qui pratiquent la politique, qui sont des politiciens professionnels. Alors moi, je dirais qu'avec mon observation de la politique, il y a, j'aime bien m'appuyer sur deux personnes qui se sont penchées sur le droit. Et après, je ferai la connexion avec le cinéma. C'est-à-dire que moi, en réalité, aujourd'hui, il manque un réel maillon. C'est-à-dire, le maillon faible, pour moi, c'est la Constitution. C'est-à-dire, ce qui me dérange le plus, c'est que je vois toutes les semaines des gens qui pèsent contre des privilèges aberrants des politiciens professionnels. Un fossé incroyable entre leur demande, leur sollicitation du peuple français de faire des efforts, alors qu'ils vivent sur un train de vie, ils s'augmentent leur salaire, ils font enfin, je veux dire, comment on appelle ça, des invitations au palais des...
Ouais, non, non, on a des mocktails, des cocktails, tout va bien. Ils s'invitent des réceptions, voilà, je cherchais des le mot, réceptions. des Voilà, événements de 1000 réception parlementaires invités, voilà. On sait pas avec des... pourquoi, on sait juste qu'ils font la nouba ensemble et puis que ils sont soi-disant opposants, mais en coulisses, quand c'est pas dans les loges, c'est tiens, comment tu vas? Ah, t'as vu, ouais, t'as vu mon passage télé, hein, j'ai, comment dire, ça va, je t'ai pas trop éborgné, etc. Enfin, on a après, avec enfin, des dépenses extravagantes. Et là, donc, on a finalement un milieu politique, on a un ensemble de gouvernants que j'évite maintenant d'appeler des élitistes, nos élites, comme je vois souvent, on appelle nos élites pour l'instant. Ce mot, je trouve, n'est absolument pas bien accolé à simplement des gouvernants qui sont simplement des exécutants d'un pouvoir profond. Pour moi, cette mafia, simplement se caractérise par la perversion, la corruption et une certaine obscénité. Il faut une certaine obscénité pour continuer à demander au peuple et solliciter le peuple de faire des efforts, de se serrer la ceinture. Quand on va laisser dériver des gens dans le pouvoir qui ont vraiment des grosses casseroles et la justice est d'une lenteur incroyable, alors qu'on va courir après la ménagère qui en découvert le vin du mois et qui va voler un steak haché sur les rayons Carrefour pour nourrir ses enfants. Donc là, il y a déjà un divorce qui se crée, une fissure et un fossé qui se creuse en fait d'année en année. Et donc, voilà, moi j'en reviens à la sphère politique. Je ne comprends pas que, ne serait-ce dans les professions de foi, la première chose à s'attaquer, c'est ses privilèges. Parce que sinon, la nature humaine étant ce qu'elle est, je veux dire, même les plus beaux dissidents, les plus beaux révolutionnaires d'aujourd'hui, si on ne retouche pas la Constitution, ils ne scieront pas la branche sur laquelle ils sont assis. Donc moi, je dis que là, il y a une lacune et que je ne peux pas adhérer à aucun, même des mouvements, aucune des mouvances qui essayent de m'approcher à droite à gauche, ça m'arrive. Eh bien, ouais, non, sur ce quel, plan-là, quel genre de ouais, mouvance t'as approché si c'est pas indiscret? non, mais je veux dire, il y a des mouvances, alors je ne saurais même pas leur appellation, parce que ça pousse comme des champignons, hein, démocratie directe, des choses comme ça, en fait, et qui sont tout à fait louables dans l'initiative, dans l'intention. Mais en réalité, c'est pour ça que je voulais en venir à deux personnalités qui me semblent pas avoir joué toutes leurs cartes. Je pense à, d'une part, et c'est bien parce qu'ils ont un effet un peu miroir, je pense à Étienne Chouard. Il a fait un long travail pour créer des ateliers constituants, pour réviser la constitution existante, pour asseoir une autre constitution. Je suis un peu déçu, et lui, certainement le premier, qu'après 20 ans, par hasard, je le vois sur un plateau, il tient à peu près le même discours, on dirait qu'il n'y a pas plus d'avancée. Il a son binôme, je dirais, dans la bipolarité politique bien française, parce que lui, il est plutôt un peu d'ultra-gauche, Valérie Bugeaud, qui a créé son site Révolu Droit, qui est en fait un espèce de système un peu comme un service après-vente révolution, c'est-à-dire que si une révolution arrive dans notre pays, il y aura un prêt-à-porter juridique qui est vraiment le Révolu Droit de Valérie Bugeaud. Donc on a vraiment les deux attelages qui feraient vraiment un outil de levier, un outil très puissant pour installer une nouvelle constitution. Et là, moi, je suis prêt à m'intéresser de beaucoup plus près à la politique. Pour l'instant, je ne m'intéresse que par la lorgnette de l'éthique, avec les valeurs fondamentales de liberté, vérité, justice. Je ne peux pas m'intéresser à la politique tant qu'il n'y a pas ce levier sur la Constitution qui n'est pas levé, qui n'est pas interrogé, qui n'est pas remis à plat. Parce qu'en réalité, tous ces bons pensants qui sont aujourd'hui dans la dissidence, dans la résistance, je suis désolé, mais la nature humaine ayant sa permanence, une fois qu'ils seront en place, c'est la dernière chose qu'ils viendront retoucher. C'est tous les avantages qui sont là. Et on n'a même pas parlé des différentes accumulations de retraites pour un ministre qui fait 6 mois, hein, il passe 6 mois, et qui a des retraites à vie. Enfin, il y a tellement de scandales. Non, oui. C'est toujours facile d'être opposant au système, mais une fois qu'on a croqué dans la pomme, il est beaucoup plus difficile, une fois arrivé au pouvoir, eh bien, de revenir et de se dire, mais attends, quand j'étais opposant, je disais ça. Aujourd'hui, est-ce que maintenant que je suis au pouvoir, est-ce que je peux continuer à aller dans la droite lignée de ce que je disais quand j'étais opposant? Et le nombre de gens qui ont déçu une fois qu'ils sont arrivés au pouvoir, et c'est ce qui arrivera si que ce soit Mélenchon ou Le Pen, et on l'a déjà compris qu'avant même d'être au pouvoir, ils renient déjà certaines de leurs choses, ou alors pour rassurer des électeurs d'un autre bord et ratisser large, de dire non, non, mais en fait, finalement, je disais ça avant, mais j'ai changé d'avis parce que j'ai compris que, c'est-à-dire que, en fait, ils se renient eux-mêmes parce qu'ils veulent tellement la place que les idées, finalement, c'est un épouvantail et ça sert
d'épouvantail et d'éventail en même temps pour agiter dans tous les sens et au final rester une coquille vide. Et je pense qu'aujourd'hui, ce que tu dis là, c'est intéressant parce que j'ai reçu Étienne Chouard et Valérie Bugeaud, je les salue tous les deux d'ailleurs, mais simplement, est-ce que le mal n'est pas encore plus profond que cela? Est-ce que le mal, eh bien, n'est pas lié aussi au système politique dans lequel nous sommes? Est-ce que finalement, la France est faite pour la République? Est-ce que elle était faite pour la royauté? Est-ce qu'elle est faite pour une démocratie directe, une démocratie comme celle d'Athènes jadis? Aujourd'hui, on est en train de se poser la question, je pense, avec la Cinquième République. Comme son nom l'indique, c'est la cinquième. Donc ça veut dire qu'il y en a eu 4 autres avant déjà. Et que la première est née dans le sang de la Révolution française. Et dans le sang pas que du peuple. Il y a aussi, je pense, un montage historique qui est tellement important parce que c'est quelque chose qui est intouchable pour les historiens. Mais aujourd'hui, les gens, avec le Covid, ont eu tellement de pilules rouges, voire de pilules noires avalées, qu'ils sont prêts à dépasser le stade de la Révolution française, c'est la révolution du peuple. On a enlevé la tête du roi, on a mis un vrai régime qui respecte le peuple, alors qu'on s'est rendu compte que dès le départ, c'était déjà pas le cas, que les fameux politiciens bénévoles, soi-disant, parce que ça devait être bénévole, hein, la fonction politique, c'est devenu des carriéristes, l'abolition des privilèges, c'était dans les textes, mais pas en réel. Et en fait, c'est un peu tout comme ça. C'est pas seulement en politique, c'est aussi dans le monde médiatique. Moi, j'essaye de respecter au maximum la charte de Munich. Quand on voit dans les médias comment fonctionne la charte de Munich, elle n'existe pas. C'est-à-dire que quand on passe H24 à cracher sur un pays, à cracher sur une catégorie de population, à être totalement dans la propagande et à relayer le discours du pouvoir direct, c'est l'antithèse de ce que devrait faire le journaliste. Et là, je parle du journalisme traditionnel. Je parle même pas du journalisme d'investigation, où certains, quand ils enquêtent un peu trop, ils sont rattrapés par les RG, etc. Donc en fait, c'est là qu'on voit qu'il y a un éclatement total, qui est positif d'un côté parce que il est temps que les consciences s'éveillent et se réveillent. Et est-ce que le cinéma peut être aussi encore une fois un outil, un moyen de manière à la fois, j'allais dire, divertissante, tout en étant aussi profonde dans le sens du message? Est-ce que ça peut être un outil, non pas pour véhiculer de la propagande, mais cette fois pour remettre à l'endroit ce qui est depuis trop longtemps à l'envers? Est-ce que finalement c'est ce que tu essayes de faire avec tes films, c'est-à-dire de redonner du sens à l'art, voire au beau, en fait? Oui, alors, pour revenir simplement, effectivement, pour faire le contact avec la sphère politique actuelle, je dirais qu'elle a perdu toute crédibilité dans le sens où si on voit simplement la non-application, le non-exercice des motions de censure, alors qu'il y a eu plusieurs possibilités, plusieurs opportunités pour destituer le président, on voit bien que là, il y a vraiment une absence totale de la sphère politique des politiciens professionnels. En fait, parce que ils veulent surtout pas prendre le risque d'une dissolution de l'Assemblée nationale et de perdre leur poste. Donc en réalité, c'est simplement CQFD, je dirais, c'est simplement la démonstration une de plus par laquelle finalement les représentants soi-disant du peuple ne sont plus du tout au travail effectif et opérationnel de défendre les intérêts du peuple. Bon, voilà. Moi, je reviens effectivement par rapport à la question sur le cinéma. Effectivement, c'est ce qui a motivé en 2019 mon entrée dans la volonté de créer un film. Parce qu'en réalité, je n'avais absolument une connaissance absolument nulle au départ. Je ne connaissais rien au cinéma. Mais en réalité, je me suis dit aussi, mais là, il y a un véritable boulevard à prendre. Parce qu'effectivement, on voit bien les films qui sont primés, les films qui sont adoubés par le ministère de la Culture, ce n'est pas ceux-là qui vont attaquer le système. Donc moi, je dirais même, je me méfie des grandes formules attaquer le système. Je dirais déjà, commençons par défendre des valeurs fondamentales. Si je reprends mon premier film, alors c'est très bien parce que tu as fait la jonction sans le savoir au tout début avec les Gilets jaunes. Mon premier film en 2019, il s'appelle Octobre Bleu Prusse. Et c'est intéressant d'en reparler. Pourquoi? Parce que justement, ça va mettre en relief la portée limitée
d'un réalisateur indépendant qui n'a absolument pas de club marketing autour de lui, de gens qui vont dispatcher, qui vont faire le réseautage, qui vont faire la communication du film. En 2019, moi, je suis absolument inconnu et j'ai peut-être des dizaines de personnes qui s'intéressent au film et ça s'arrête là. En réalité, ça répondra exactement, je pense, à ta question. Dans le premier film de Octobre Bleu Prusse, il y a vraiment une intention. C'est un film qui rassemble 3 personnalités, encore une uchronie. Justement, on fait le raccord avec le jeu d'échecs. Le représentant symbolique de la stratégie, Napoléon Bonaparte, pour la stratégie. Le représentant du monde intelligible avec le philosophe allemand Wilhelm Georg Friedrich Hegel. Et le représentant du monde sensible avec le compositeur allemand Ludwig van Beethoven. Dans ce film, je réunis les 3, c'est pas du tout un hasard. C'est-à-dire que j'ai voulu donner, on est en pleine émergence des gilets jaunes qui se retrouvent à des carrefours avec une première, disons, une première souffrance par rapport au coût de la vie et notamment au coût de l'essence à cette époque-là, qui a été la première impulsion pour se révolter. Merci Alexandre de le rappeler parce que souvent beaucoup de gens oublient le point de départ des Gilets jaunes et moi je l'ai vécu en direct le 17 novembre 2018. Le point de départ des Gilets jaunes, c'est le prix de l'essence. C'est la goutte d'essence qui a fait déborder le vase. Et je le rappelle pour ceux qui l'auraient oublié, moi j'avais fait un journal de bord à l'époque, je l'ai jamais publié, mais peut-être que je le publierai un jour prochain, j'en sais rien. Peut-être pour l'anniversaire des Gilets jaunes cette année, peut-être que je mettrai des paragraphes, j'en sais rien. Mais en tout cas, à l'époque, je me rappelle très bien que le prix du carburant, ne serait-ce qu'à la station Total près de chez moi, 1,37, 1,40. Aujourd'hui, on remonte vers 1,69, 68, jusqu'à 1,75, suivant le carburant. Et si c'est pas 1,80, 1,85 pour le sans-plomb notamment. Donc en fait, en 7 ans, non seulement, malheureusement, le mouvement n'a rien changé, j'allais dire, sur la politique faite, mais ça a même empiré suite au Covid, parce que pendant le Covid, c'était redescendu à 1,10, je crois, parce que plus personne roulait. Par contre, ce qui a changé, là je parle à titre personnel, c'est que des gens qui ne se rencontraient jamais, qui ne se seraient jamais rencontrés autrement plutôt, eh bien, ont pu bénéficier des ronds-points qui sont devenus en fait des endroits de conférences et de rencontres, dans le sens où on faisait entre guillemets les rencontres citoyennes avant l'heure sur les ronds-points avec un vêtement reconnaissable comme c'est le cas pour les pompiers, les gendarmes, les soignants, etc. En mettant un gilet jaune, eh bien c'était pas seulement un usager de la route, c'était un citoyen qui parlait à un autre citoyen qui refaisait entre guillemets nation, même si ça n'a pas été la majorité du peuple, mais en tout cas on voyait qu'il y avait ça. Voilà, petite parenthèse. Alors, effectivement, les ronds-points de Carrefour se transformaient un peu comme en des sortes d'agora, avec une communication, des échanges, un lieu d'échange en fait. Et en fait, j'ai voulu installer ce socle, il y avait une volonté tout à fait bien initialisée de mon côté, intelligible, sensible et stratégique. Je me disais que ça, c'était, si les gens voulaient vraiment se révolter contre le système en place, contre les injustices, les anomalies, dans une liste effroyable, en fait. On a cité tout à l'heure des privilèges exorbitants, enfin, on ne va pas revenir dessus. Et en réalité, il y a tellement de choses à réviser dans cette société, notamment toute cette institution assez crapuleuse de toujours maintenir des tensions entre les voyous d'en haut et les voyous d'en bas, ce qui fait qu'il y a toute une caste, en fait, toute une classe sociale, la classe moyenne, le français moyen au milieu, qui se trouve pris en étau entre la voyoucratie du bas et la voyoucratie du haut. Bon. Et moi, je voulais donner, en fait, comme un outil, en fait, je voulais conférer aux citoyens, tu as dit exactement le mot, moi, qui me parle, parce qu'en réalité, aujourd'hui, je pense qu'on doit se réveiller en tant que citoyen. Et citoyen, ça signifie, je voulais apporter cet outil qui soit un triptyque intelligible, sensible, stratégique. Je me disais que c'était une façon d'armer chacun avec cet outil. Évidemment que, comme je le disais, étant dépourvu de tout cercle de communicants et d'événements, des gens capables de véhiculer des événements, eh ben évidemment, ça n'a pas eu du tout cette portée. Mais voilà l'intention initiale. Donc, entrée de jeu, c'était ça. Moi, mon avant-dernier film s'appelle « Premier pas vers le nouveau monde ». Donc, bien sûr, il y a une réflexion aussi. De façon incidente, il y a beaucoup de présence, non seulement philosophique, mais religion, dans les films que j'ai créés. Et en fait,
toujours sous la forme du questionnement. Je le dis souvent, en fait, mes films ils ne sont pas là pour apporter une réponse idéologique. Je ne veux surtout pas me placer dans le périmètre idéologique qui, lui, signifie chercher à convaincre, à apporter une certaine direction, à orienter les gens dans une certaine direction. Non, pas du tout. Moi, en fait, si j'arrive, et ma mission sera remplie, si j'arrive à simplement poser les bases pour être éclairé ou au moins questionné, ou au moins se dire, tiens, oui, c'est quand même bizarre, c'est quand même étonnant cette situation. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à retourner, à revisiter, à transformer? Parce qu'il y a vraiment des dysfonctionnements. En fait, c'est d'apporter un éclairage sur des dysfonctionnements. Et je vois, pour répondre à ta question, pour moi, le rôle d'un cinéma qui se veut citoyen, et c'est là où je me place, en fait, je me positionne simplement comme un réalisateur citoyen, révolté par une dégradation de décennie en décennie de la société française et de la France elle-même, eh bien, c'est d'éclairer sur des dysfonctionnements. Et c'est pas par hasard que d'ailleurs, je couple en fait ma création cinématographique avec la création de conférences. On peut peut-être aborder ce volet-là maintenant, parce qu'en réalité, si tu veux, j'ai maintenant 3 conférences que je vais développer, que je vais diffuser le plus possible. Et d'ailleurs, j'en profite pour passer aussi le message aux personnes qui vont regarder cette émission, c'est-à-dire que je ne suis pas simplement cantonné à Paris. Si des personnes veulent s'organiser, constituer des groupes de 10 à 20 personnes et qui veulent que je me déplace en province pour venir faire une de ces conférences ou une de ces projections débat, je suis disponible et je serai à l'écoute de ces personnes. Voilà. Alors, les 3 conférences, c'est pas du tout un hasard et tu vas voir à quel point c'est connecté à la création cinématographique. Celle que j'ai le plus pratiquée, c'est la conférence sur la philosophe et résistante Simone Veil, avec un W, 1909-1943, que je place vraiment sur un piédestal parce que là, on a une personnalité exemplaire, surtout à l'heure du féminisme. Je pense que ça donnerait un bel exemple pour beaucoup de femmes, une femme à la fois révolutionnaire, intègre, d'une excellente probité, qui ne s'est pas cantonnée simplement avec son titre d'agrégé de philosophie, qui aurait pu être dans des beaux bureaux capitonnés de la Sorbonne, dispatcher ses cours de philosophie, mais qui a été sur les fronts de la guerre d'Espagne, sur l'approche de la période du nazisme, au début du nazisme à Berlin, ensuite qui s'est rendu à la France libre pour rejoindre De Gaulle dans son mouvement de résistance. Enfin voilà, là on a vraiment... Elle est très méconnue sur le fond finalement. Ben, c'est vraiment incroyable parce que justement, moi, si j'arrive, je lui ai dédié un film qui a été d'ailleurs mon 3e film, Le besoin de vérité, de liberté et d'oxygène, qui est aussi un documentaire fiction sur Simone Veil. Bon. Première conférence. 2e conférence, ça a été sur les syllogismes d'Aristote. Donc là, j'ai fait une conférence pour articuler le passage des syllogismes d'Aristote au syllogisme paradoxal qui a fait l'objet de mon article de philosophie, comme je t'avais dit dans la revue. Petit rappel pour nos spectateurs, Alexandre. Déjà, rappeler ce que c'est le syllogisme. C'est par exemple, un homme est mortel, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Voilà, ça c'est le triptyque. Et puis rappeler ce qu'est aussi une uchronie. L'uchronie, voilà. C'est partir d'un événement historique pour ensuite raconter des faits ou c'est le contraire. Alors vas-y, explique-nous plutôt, que je dise pas de bêtises. Non, mais c'est pas mal. Je vais revenir sur les deux. Alors, un syllogisme, pour l'affiner, effectivement, il y a tout à fait c'est bien d'avoir ce repère à peu près que tout le monde connaît. Tous les hommes sont mortels. Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Ça, c'est une des catégories, parce qu'il y a des multiples catégories de syllogismes. C'est celle qu'on applique, c'est celle qu'on intitule en application affirmative universelle, AAA. Il y a 3 affirmatives. Alors, un syllogisme, simplement pour fixer les idées, c'est un ensemble de 3 assertions construites avec une majeure, une mineure et une conclusion. La mineure servant à articuler la conclusion. Voilà. Une présentation succincte du syllogisme. Une uchronie, c'est en fait la possibilité de rassembler et de faire communiquer des personnalités qui ne se sont pas rencontrées de leur vivant. Donc, on peut très bien faire, d'ailleurs, quand j'avais été interviewé sur TV Liberté, c'était Anne Brassier, là, pour son émission Perles de Culture, qui m'avait mentionné une autre uchronie entre Montaigne et Aristote, justement, quelque chose comme ça. On peut faire des uchronies, c'est simplement des inventions,
Et c'est très intéressant parce que moi, quand j'ai fait l'Uchronie entre Victor Hugo et Friedrich Nietzsche, c'est pas non plus tout à fait du n'importe quoi. Ils sont du même siècle. Ils avaient quasiment très peu d'écart entre leur année de naissance et leur année de décès. Et je trouvais très intéressant, puisqu'on nous a brassé, on nous a vendu l'Europe avec l'Europe culturelle. Enfin, en tout cas, c'est celle-là que moi j'attendais. C'était pas l'Europe de Mario Draghi et de tous les consorts de la banque. Bien sûr. De tous les consorts, oui. Oui, exactement. Et donc, comment il s'appelle là-bas, la Goldman Sachs. Bon. Et donc, en fait, c'était de rapprocher. Et c'était ça pour moi la richesse de l'Europe, c'est la richesse culturelle. Et je voulais un petit peu restaurer aussi cet axe franco-germanique qui n'a rien à voir avec aujourd'hui la soumission qu'on a, par exemple, par des dossiers sur l'énergie, sur les centrales nucléaires, où c'est les Allemands qui sont quasiment en train de nous dicter les lois et de nous briser les prix avantageux qu'on avait sur l'électricité. Bref, c'est une parenthèse, un peu une extrapolation. Mais derrière cette uchronie Victor Hugo, Friedrich Nietzsche, il y avait aussi un éclairage. On revient à cette histoire d'éclairage. Vous voyez, je ne vous convainc de rien. Je ne vous indique aucune direction. Je ne suis pas là pour faire de l'apologie idéologique. Mais voilà, l'Europe, ça pouvait être aussi cette Europe culturelle. Voilà, je ferme la parenthèse. Non, mais c'est intéressant parce qu'il y a une amitié plus ou moins célèbre, parce que moi je l'ai découverte il n'y a pas très longtemps. C'est l'amitié entre Claude Monet et Georges Clemenceau. Et je trouve que c'est un alliage assez original parce que l'impressionniste qui côtoie le tigre, c'est quand même pas rien. Et justement, ça va nous permettre de parler du beau parce que la vénération du beau, et c'est intéressant que tu m'aies proposé dans le cadre de l'émission de parler du beau parce que j'observe et je salue notamment Vincent Lapierre qui fait ses reportages de micro-trottoirs notamment et qui parle souvent dans ses reportages, qu'il soit à Romans-sur-Isère, à Grenoble, à Paris, à Rouen, etc. Il a toujours un mot sur l'architecture d'une église, d'un bâtiment, etc. Et il fait partie de ces gens qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce qu'il fait, mais c'est intéressant dans le reportage quand on parle de sujets sur l'insécurité, l'indélinquance, il s'est passé un fait divers, il s'est passé un truc comme ça, de faire un petit aparté sur regardez ce bâtiment, comment il est bien fait, pluriséculaire, alors qu'on voit des bâtiments préfabriqués qui sont d'art moderne, parfois d'une laideur absolue. Et j'ai envie de te poser cette question, c'est finalement, comment sommes-nous tombés aussi bas sur la mise en valeur du beau? On a l'impression qu'aujourd'hui, c'est une compétition à la laideur, à celui qui fera le truc le plus horrible à voir, quand c'est pas les œuvres de Jeff Koons placées en plein milieu d'une place à Paris, un peu Ganal ou quoi que ce soit, alors qu'on a eu quand même les bâtiments haussmanniens, on a quand même des lieux de culte qui sont d'une beauté magistrale. On a l'impression que c'est pas des humains qui ont fait ça. Quand on voit ce que les humains aujourd'hui font, on a l'impression que c'est aussi l'image et le miroir d'une société en déchéance absolue. Je sais pas ce que tu en penses. Alors effectivement, moi je dirais qu'on est là en fait sur presque un plan psychologique, pour pas dire psychiatrique, d'autodestruction occidentale, de masochisme quasiment. En fait, on pensait pouvoir bâtir un nouvel art en détruisant tous les anciens repères, toutes les anciennes valeurs. Donc moi, ma réponse typiquement à cet effondrement, ça a été mon avant-dernier film, Premier pas vers le Nouveau Monde. Qu'est-ce que c'est? C'est un film que j'ai en fait réalisé entièrement dans l'enceinte de l'église Saint-Roch. Et pourquoi l'église Saint-Roch? De la même façon, si tu veux, c'est bien pour ça qu'il y a quand même un parcours avec un sillon, avec un cap dans ma création cinématographique. De la même façon que dans le premier film, Octobre Bleu Prusse, il y avait le socle intelligible, sensible, stratégique. Dans l'église Saint-Roch, c'est un monument de Paris qui est absolument phénoménal parce qu'il abrite à la fois la dimension culturelle, artistique, religieuse, architecturale et historique. Alors, je vais essayer de la faire brièvement. Historique, parce qu'en fait, on a tout un passage par la Révolution 1789 avec des saccages de cette église, avec des personnalités qui ont connu leur cérémonie de décès. Bossuet, Fragonard, le peintre Fragonard,
l'architecte de Versailles, le nôtre, l'écrivain Corneille, tous ces gens-là sont passés par l'église Saint-Roch. Sur le plan artistique, c'est déjà une église qui s'appelle la paroisse des artistes, dans laquelle il y a un aumônier des artistes, il y a une réception, il y a une ouverture à l'art déjà. Et il faut savoir que c'est aussi une église qui a récupéré beaucoup de très beaux tableaux qui ne pouvaient plus être abrités dans d'autres églises en trop grand saccage. Et l'église Saint-Roch a recueilli ces tableaux. Il faut savoir que dans le déambulatoire de la chapelle de la Vierge, il y a d'excellents tableaux. C'est aussi ce qui en fait un aspect, sa dimension de musée, sa dimension artistique. Sa dimension historique, pourquoi? On a encore sur la façade de l'église Saint-Roch des cribles de Bâle qui sont issus d'une intervention de Napoléon en 1784 pour mater les dernières insurrections royalistes avec la complicité de Murat qui lui a fourni des canons. Donc cette église Saint-Roch, c'est un joyau. Moi, j'y ai passé un été entier avec un jeu de la lumière, un jeu de la prise de vue idéale, parce que je suis assez perfectionniste. J'ai pris un plaisir à passer un été, à venir tous les jours, filmer sous différents angles cette église Saint-Roch. Voilà, la vénération du beau, ben c'est ça en fait, parce que c'est magnifique à l'intérieur. À l'intérieur, il y a aussi d'ailleurs une statue de Jeanne d'Arc, parce qu'il y a différents déambulatoires, et c'est vraiment... Elle se situe où, cette église, déjà? Alors, elle est juste en face du jardin des Tuileries. D'accord. Elle est facilement accessible par la station Louvre ou Tuileries. D'accord. Alors, c'est ça aussi qui est assez intéressant, c'est que finalement, le beau, alors on peut dire que c'est subjectif, bien sûr, mais on voit que l'architecture, que les monuments, que même l'art. Je prends un exemple qui me vient à l'esprit comme ça, c'est que Macron a montré à un journaliste, je crois, c'était pas de la BBC ou d'une chaîne de télé anglophone ou américaine, je sais plus. Il lui fait visiter l'Élysée et il s'arrête devant une œuvre, enfin qui est censée être une œuvre d'art. Et en fait, c'est même plus de l'art contemporain à ce niveau-là. On se posait la question, je sais pas si tu vois la référence que je te pose, mais ou même on voit il y a des pièces dans l'Élysée qui sont très pompidolienne pour le coup, puisqu'on se rappelle que Pompidou, quand il a pris position à l'Élysée, toute la décoration avait été refaite, mais vraiment art contemporain. Est-ce que finalement c'est aussi une forme de vision, j'allais dire, du monde, ou en tout cas une vision idéologique qui nous a imposé de manière implicite, en quelque sorte, quand on voit la cérémonie des Jeux Olympiques, c'est pareil. C'est censé être une cérémonie internationale où le monde entier, j'allais dire jusqu'en Alaska et au Groenland quasiment, tout le monde voit ça. Et ça a été une cérémonie qui a été censurée presque dans plus d'une centaine de pays. Oui, plus d'une centaine de pays, parce que on voyait, au-delà de l'idéologie woke et puis de sexualisation même outrancière, est-ce que finalement cette cérémonie des Jeux Olympiques, ça n'a pas marqué un nouveau paradigme, une nouvelle étape dans la déchéance de l'art, dans la déchéance même de la symbolique de ce qui devrait être beau et de ce qui ne l'est pas. Faudrait redéfinir ce qu'est le beau d'ailleurs, mais en fait, on a l'impression que tout est fait pour niveler nous et, j'allais dire, la société vers le bas. C'est-à-dire que tu as commencé à parler des Anglais. Là, je dirais qu'on aurait pu rappeler aussi la fameuse maxime de Macron lorsqu'il s'est déplacé devant un parterre de financiers à Londres, où il a quand même eu le culot, je crois que c'était en 2017, de décréter qu'il n'y avait pas de culture française. Donc comme ça situait exactement le personnage et sa position par rapport à la culture. Donc je dirais que quasiment avec cette déclaration, il y a la réponse à ta question. C'est-à-dire qu'à partir de là, toute déchéance est possible, tout repère est éliminé. Donc, en fait, on peut aller dans la direction d'une déflagration de la culture. C'est-à-dire tout ce qui faisait les fondements de la culture française en matière artistique ne sont plus des repères. Donc, à partir de ce moment-là, c'est la voie libre à toutes les négations, en fait, parce qu'en vérité, aujourd'hui, ce qu'on peut voir dans les choses contemporaines, c'est surtout une négation de la culture. Je pourrais revenir, par exemple,
sur un autre aspect qui a été la reconstitution de l'église Notre-Dame et une grosse discussion. Moi-même, j'ai fait une intervention sur le parvis Notre-Dame alors c'est pas avec mes petits bras que j'allais empêcher la mécanique en place, mais au moins, justement, en acteur de conscience, au moins faire ma déclaration personnelle sur les fameux vitraux de Viollet-le-Duc qui n'ont pas été endommagés, mais qui vont quand même, par la volonté de Jupiter, être remaniés. Voilà, c'est là qu'on voit aussi toute la symbolique de la toute-puissance macroniste, parce que là, parler de démocratie dans ce milieu-là, c'est pas possible. Quand on voit, et d'ailleurs, j'aimerais avoir une pensée pour Monsieur Georgelin, qui nous a quittés de manière très douteuse l'été 2024, si je dis pas de bêtises, c'était un mois d'août en tout cas, et qui justement en randonnée, qui a fait une chute mortelle, soi-disant, hein, c'est la version officielle, mais qui faisait partie de ceux qui dénonçaient aussi ce qui se passait concernant Notre-Dame, parce que il faut rappeler quand même que la flèche est tombée, et ça c'est Roselyne Bachelot qui l'a dit dans un livre, hein, donc c'est pas moi qui l'invente, hein, que le but c'était de mettre deux boules en bas et puis un truc érigé comme ça, donc on voit la forme que ça peut donner, que c'était une volonté de Brigitte Macron. Donc on voit bien aussi qui gouverne réellement ce pays, entre guillemets, et qu'en fait, ce qui est de l'ordre de l'artistique, même le pouvoir politique au plus haut sommet de l'État veut s'ingérer dans tout et être omniscient. On critiquait Sarkozy, mais Macron, c'est même au-delà de Sarkozy, avec les conseils de Sarkozy quand même, hein, parce que Sarkozy gère toujours plus ou moins le pays d'ailleurs, hein. Qu'on se le dise, un peu comme Obama avec Biden, c'est un peu pareil. Et donc là, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que cette cathédrale de Notre-Dame, qui est un joyau international, finalement, on veut tout saccager pour reconstruire à la manière de ce système-là. Alors, finalement, on s'aperçoit aussi que la politique s'ingère dans toutes les affaires de la société quand ce n'était pas les affaires privées de la population durant le Covid. Qu'est-ce que ça dit de cette époque ? En fait, je pense que là, quand on touche à cet art qui est difficile à définir, parce que déjà, est-ce que c'est un art ? Est-ce que c'est simplement une négation de l'art précédent ? On peut vraiment se poser la question. Mais je crois qu'il faut voir ça, effectivement, c'est un acte politique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il cherche aussi à enlever les racines. C'est-à-dire, en fait, en enlevant notre histoire et notre culture et notre tradition, c'est nous déraciner, en fait. Et je pense que c'est là où ça devient un véritable acte politique, parce que nier l'art millénaire qui précède l'année 2025, c'est nier tout notre enracinement. Hein. C'est Simone Weil, d'ailleurs, qui disait que le besoin d'enracinement est beaucoup plus essentiel qu'on ne peut l'imaginer. Tout individu, toute personne, quelle que soit la société, quelle que soit la civilisation à laquelle il appartient, a besoin d'enracinement. Et en fait, en bafouant toutes les bases qu'on a comme référence artistique, culturelle, architecturale, en fait, on détruit nos racines. C'est pas par hasard. Je veux dire, les mêmes dégâts sont faits avec la destruction de la langue française. Donc pour moi, ce sont des actes politiques. La négation de l'art et la négation de la langue sont des actes politiques qui cherchent à nous déraciner et à nous indifférencier. C'est-à-dire qu'on devient des homo economicus mondiaux avec des ventres et des sexes, peu importe nos traditions, notre culture, notre civilisation. Ça, c'est le homo economicus idéal pour le globaliste planétaire mondialiste de Klaus Schwab, etc. et compagnie, et consorts. Alors justement, on parlait du beau, mais on peut parler aussi de la mort, parce qu'en réalité, nous sommes dans une situation où la mort est devenue une institution, une constitutionnalisation. Récemment, dans certaines émissions, j'en ai fait plusieurs sur l'euthanasie, puisque en ce moment, on est en train, ça va prendre plusieurs mois, mais pour l'instant, c'est bien parti pour, à voir si ça va changer d'ici là. On est en train d'institutionnaliser le droit, alors ce qu'on appelle à la fois le droit à mourir, le suicide assisté, le droit de mourir dans la dignité, l'euthanasie. On donne plusieurs appellations en fait pour dire que l'on soit ou pas en fin de vie, si on veut mourir, on peut le faire en 48 heures. Et s'il y a un délit d'entrave d'un proche, entre autres, eh bien, il aura de la prison et des amendes. Je caricature à peine. En réalité, c'est que on a constitutionnalisé l'IVG, on a permis
une propagande éhontée de la propagande LGBT+, IQ, machin, avec l'institutionnalisation d'une orientation sexuelle alors que ça n'a pas lieu d'être, c'est-à-dire que c'est de l'ordre du privé et ça ne doit pas être exhibé, et encore moins dans les écoles, avec notamment l'éducation à la sexualité, puisque ça fait partie aussi du projet mondialiste. Et puis on a eh bien l'euthanasie. Et finalement, pareil, on est dans une société où il y a plus de mortalité que de natalité, ce qui est une première depuis un siècle. Donc aujourd'hui, on est dans un monde où une grande partie de la classe politique eh bien, nous fait la morale en disant que faire des enfants, finalement, c'est un crime contre l'humanité. Si on les écoute, on est presque à ce niveau-là, en disant vous allez détruire la planète, tout est sur le climat, etc. Donc pour sauver la planète, il faut arrêter de se reproduire, sauf pour les politiciens, bien sûr, parce que eux, ils vont pas s'arrêter. Eux, ils vont mettre leur progéniture aux plus hauts postes mondiaux, pendant que les gueux doivent se restreindre et doivent même être stérilisés si possible en plus avec quelque chose qui paraît positif et bon pour la santé, pour se prémunir de certaines maladies ou virus, et qui finalement est un outil presque plus mortel. Donc comment affronter cela, et comment le cinéma, de manière très subtile, tout en restant indépendant, peut faire passer des messages pour dénoncer ces aspects-là? Alors là, évidemment, je vais te faire une réponse qui est quasiment rétroactive par rapport à tes questions précédentes. Et je ne peux pas faire autrement que de citer mon deuxième film, parce que là, on est en plein dans le sujet. Comment réduire une population? On s'attaque aux deux maillons de la chaîne de la vie, c'est-à-dire on réduit les naissances et on accélère les décès à la fin de la vie. Bon. Mon deuxième film, 2084, La Ligne jaune, c'est une fiction dans laquelle j'avais instauré un personnage principal qui s'appelle la mort, et qui veut influencer la sphère politique. Il dit, moi je suis très content après vous, c'est vrai, vous êtes mes meilleurs serviteurs, mais vous pourriez faire mieux. Et il va établir une constitution en 12 articles, ce personnage, et notamment dans ces 12 articles, il y a comment à la fois réduire les deux maillons, c'est-à-dire effectivement réduire les naissances avec une réduction telle qu'elle avait été faite en Chine. On ne peut pas faire plus de 2 enfants par famille pendant une certaine période. Et puis, on va canaliser et limiter les naissances. Et d'un autre côté, il y avait tout un dispositif pour que les personnes âgées, dès qu'elles dépassent un certain quota de médicaments, d'utilisation des hôpitaux, elles ont des points qui diminuent de plus en plus, et elles sont évidemment accélérées dans le chemin de la sortie de la vie. Et ça s'appelle aujourd'hui très prosaïquement l'aide à la mort. Aujourd'hui, on est dans une société, tu as vraiment bien fait d'aborder ce sujet, dans une société à plus d'un titre mortifère. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un axe principal qui serait celui de n'importe quelle société saine, ce serait l'aide à la vie. Eh bien, on est dans une société qui prône l'aide à la mort. Et encore, c'est une expression avantageuse, parce qu'en réalité, c'est une incitation à la mort. Et 2084, je le rappelle, c'est aussi un ouvrage de Boualem Sansal, pour qui on a une pensée en ce moment, parce que avec son incarcération, il fait partie de ces auteurs qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais qui est retenu dans les prisons algériennes, avec aussi le journaliste de SoFoot. Donc on a une pensée aussi pour les otages français. Alors justement, tu voulais aussi nous parler du cimetière du Père-Lachaise, parce que oui. Ce que j'ai cru comprendre, c'est que tu organises un circuit personnalisé. Alors explique-nous un peu ça. C'est ça, oui. Effectivement, par rapport aux visites guidées, j'ai principalement, d'ailleurs, on revient à l'église Saint-Roch, dans laquelle j'organise des visites guidées avec, mais personnalisées toujours. C'est d'ailleurs, j'insiste sur les aspects qu'on a développés tout à l'heure, architecture, artistique, historique. Alors, le cimetière du Père-Lachaise, c'est vraiment intéressant parce que c'est évidemment un des plus grands cimetières de Paris, et il y a énormément de personnalités, donc on peut quasiment construire son propre itinéraire. Et moi, je l'ai choisi en utilisant à la fois des personnalités du monde de l'art, du monde scientifique et du monde littéraire.
Donc, si je me souviens bien, parce que là, je ne l'ai pas fait depuis quelques mois, mais en réalité, il y a des peintres, notamment, il y a un des peintres qui termine mon circuit, qui est le peintre Rembrandt, avec son célèbre tableau La liberté guidant le peuple. C'est un personnage d'ailleurs très controversé et très intéressant. Donc, moi, je reste quasiment 5 à 6 minutes devant la tombe de Rembrandt pour expliquer comment il était, en fait, navigant entre deux systèmes. Donc, il a essayé aussi de plaire à la monarchie, de plaire à la République, enfin voilà. Et souvent, son tableau a été mal interprété. Mais ça vaut, il y a une richesse, il y a une densité qui vaut la peine de faire un exposé, bon, de s'attarder un peu plus dessus. Sinon, il y a aussi un autre peintre italien qui est décédé au cimetière du Père-Lachaise, Modigliani, donc il fait partie de mon circuit. Il y a Oscar Wilde, sur lequel j'aime bien m'attarder, c'est quasiment ma deuxième ou troisième tombe. Donc ça fait partie du monde littéraire. Je passe devant les tombes d'Oscar Wilde, de La Fontaine et Molière. Peu de gens savent qu'il y a à la fois Molière et La Fontaine, qui sont d'ailleurs côte à côte, dans un certain passage au cimetière du Père-Lachaise. Il y a, pour la partie musicale artistique, on passe devant la tombe de Georges Brassens. Voilà. Bon, allez, il y a combien de personnalités au total au Père-Lachaise? Voilà, c'est des milliers. Hein. C'est des milliers. C'est grand comment? Parce que j'y suis jamais allé, moi. Donc... Ah, j'ai plus la dimension en hectares, mais c'est... ah oui, c'est en hectares, carrément. Ah oui, non, c'est des hectares, mais j'ai plus la... Je ne veux pas dire de bêtises, je ne l'ai pas sous la main. Mais c'est... un pèlerinage. Ah oui, non, mais là, de toute façon, une journée ne suffit pas. En fait, tu es obligé de bâtir un peu un circuit pour dire, voilà, je veux voir telle et telle personne. Il y a des célébrités qui sont là-bas. Il y a Yves Montand et Simone Signoret. Enfin, il y a dans un certain passage, elle est oubliée parmi les personnalités artistiques, je m'y attarde aussi pas mal, c'est Frédéric Chopin. Bien sûr. Voilà. Et d'ailleurs, dans cette même allée, il y a un cinéaste que je viens d'oublier, je crois que c'est, je sais pas si c'est Claude Chabrol ou si c'est encore un autre. Enfin bref, on peut bâtir un circuit, justement, pour rappeler ce qui a nourri la culture française pendant quelques décennies. D'accord. Et justement, pour rebondir là-dessus, quels sont à toi tes futurs projets de réalisation, de films? Est-ce que tu as des publications à venir? Alors tout à fait, là je suis en train de... J'ai un projet, alors on est déjà avancé, on est en juillet 2025, mais le projet qui me tient le plus à cœur, celui qui mûrit dans mon esprit depuis janvier, on va dire, c'est effectivement un projet qui va s'appuyer sur une certaine allégorie qui est assez connue, qui s'appelle l'allégorie de la mythologie, l'allégorie de la caverne de Platon. Donc je vais peut-être rappeler un petit peu ce que c'est que cette allégorie, puisque en fait, dans cette allégorie de la caverne de Platon, des personnes sont enchaînées et face à un mur noir depuis leur naissance. Donc ils ne connaissent que ça. Il arrive par le jeu de lumière de la caverne des gens qui rentrent dans cette caverne avec des torches. Donc ces torches, effectivement, créent des lueurs et des ombres sur le fond de la caverne, donc sur le mur qui est devant les emprisonnés et enchaînés. Donc ça leur permet de voir non plus un mur noir, mais des ombres et des lueurs d'ombre. En fait, c'est toute une allégorie sur justement ce qu'est la réalité. En fait, leur réalité n'a rien à voir avec la vérité, qui est les torches et la lumière du soleil, qui sont à l'entrée de la caverne. Donc, c'est toute la perception différente entre une certaine réalité, suivant ton angle d'observation, et la réalité. En fait, c'est une allégorie qui pose la question de la vérité et du paradoxe. Donc, moi, je fais un transfert de cette mythologie. Toujours, j'utilise des gens ou des philosophes qui datent de millénaires, hein, c'est moins 400 avant Jésus-Christ, hein, Platon. Et donc, pour en faire une transposition et une actualisation à la situation moderne. Aujourd'hui, je le dis dans le début de mon scénario, ce qui remplace ces murs noirs, c'est au contraire des écrans tout à fait scintillants et lumineux qui sont les écrans de télévision. On peut dire qu'au lieu d'être figé sur des murs noirs, on est sur des écrans lumineux qui sont du TV matin, midi et soir qui vous prêchent la doxa, le discours officiel. Et en fait, vous avez encore malheureusement une majorité de la population qui n'a que cette réalité comme perception de la réalité du monde. Donc, à nous, les éveilleurs, les éclaireurs, les alerteurs,
d'apporter les torches dans la grotte. De les faire sortir de la caverne, tout à fait. De les faire sortir de la caverne. Voilà le but du film. D'ailleurs, j'avais mis de côté, si tu veux, je pourrais un peu, ça permet de situer. À chaque interview, je fais un petit extrait différent. Mais si tu veux, je te quelques phrases, puisqu'en fait, toujours, pourquoi c'est une fiction? Là encore, j'introduis un personnage qui est un dieu, que j'appelle Demos Chronos, qui est éloigné dans une galaxie lointaine, et qui donc a quand même connaissance de la déflagration sur la planète Terre. Donc la situation périclite, la situation se dégrade à vitesse grand V, il en a connaissance, et il décide de faire ressusciter Platon. Donc Platon apparaît et il lui parle en fait de certaines planètes. Il y a des planètes voisines pour lesquelles je ne peux plus rien. La planète Robotaios a rompu définitivement tous ses liens avec l'humanité depuis qu'elle n'est plus constituée que des robots. La planète Écolodos a pris elle aussi un virage excessif et irréversible depuis que les humains ont tellement voulu fusionner avec la nature en oubliant la place qu'ils devaient y tenir, qu'ils sont devenus eux-mêmes des plantes ou des arbres. Ils ont confondu eux aussi l'harmonie et l'équilibre avec la fusion. Si j'ai voulu vous rencontrer, Platon, c'est pour vous informer de tous ces excès, tous ces dérapages incontrôlés, l'oubli impardonnable de l'homme envers son rang, sa dimension, sa condition, sa véritable place dans la nature et sur Terre. Mais il reste peut-être une planète qui peut encore être sauvée, et vous la connaissez fort bien puisque vous y avez habité. Vous vous en êtes aussi absenté si longtemps. Et je terminerai avec cette phrase. Où étiez-vous donc, vous, Platon, vous le maître de l'allégorie de la caverne? On ne vous a plus beaucoup vu depuis le XXe siècle. Quand votre présence eût été si inestimable et aurait pu enrayer tous ces processus. Voilà un petit extrait. C'est très intéressant. En tout cas, merci beaucoup Alexandre pour toutes ces informations, pour ce parcours et puis ces jeux d'échecs et ces, j'allais dire, observations politiques aussi. Donc, je mettrai des liens en description de la vidéo pour les personnes qui veulent retrouver ton site, le lien Papayou, etc. et qui veulent voir tes films aussi. Comme ça permettra de te subventionner, j'allais dire subvention citoyenne, en quelque sorte. Excellente formule. Subvention citoyenne. Donc, merci de nous avoir suivis. Merci à toi, Alexandre. Bon courage pour ce projet. Et puis, à très bientôt. Merci, Nicolas. À bientôt.